Donc c'est ça, Louis Guingert, je suis chercheur à l'IRSST et je vais vous présenter, comme Noémie a indiqué, donc l'importance des filtres à air pour protéger les chauffeurs des camions attitrés à la collecte des matières résiduelles et des déchets. L'ensemble des choses que je vous présente aujourd'hui font partie donc d'un projet plus large dont Geneviève vous a parlé, qui visait à évaluer l'exposition notamment des chauffeurs aux bioaérosols. Donc, rapidement, quelques éléments de contexte que Geneviève a déjà donnés, donc avec un plus grand souci du développement durable. Et puis, donc, pour ce développement durable, il a fallu optimiser en fait la gestion de nos MRD. Ça conduit à augmenter finalement la quantité de types de matières résiduelles et à les trier. Donc, il y a les ordures ménagères, les matières recyclables et puis les résidus alimentaires et compost. Donc cette multiplication de collecte a engendré une augmentation du nombre de travailleurs concernés. Donc on pense naturellement aux éboueurs qui sont derrière les camions, mais on ne s'est plus particulièrement intéressé aux chauffeurs qui étaient moins étudiés. Donc ces travailleurs-là manipulent et brassent les déchets avec des tâches spécifiques, qui sont des tâches spécifiques. Donc la première, évidemment, c'est le déversement des bacs, donc des poubelles dans les camions. Il y a la compaction finalement de ces déchets dans la benne pendant la collecte. Après, il y a ce qui se passe dans les décharges, c'est-à-dire la circulation des camions sur des routes qui vont souvent être souillées par les déchets. Et puis, le transbordement, c'est-à-dire vider la benne, finalement, dans les endroits prévus à cet effet, dans les décharges. Toutes ces tâches vont provoquer une aérosolisation de poussière plus ou moins importante, d'aérosols biologiques et non biologiques. Là, sur le graphe que vous avez ici à droite, qui représente la concentration en nombre de particules en fonction du diamètre des particules, vous avez en vert la concentration en particules dans le camion, donc dans la cabine du chauffeur, avant le transbordement et pendant ou après le transbordement. Donc vous voyez que cette seule activité va augmenter pour quasiment toutes les tailles de particules la concentration d'un facteur au minimum 10. Donc, ces poussières-là sont composées notamment de particules biologiques, donc des bioaérosols. On va retrouver des bactéries comme Escherichia coli, Enterobacter, des légionnelles, ou des moisissures comme certains Aspergillus. Dans ce projet-là, on a trouvé naturellement que les éboueurs étaient plus exposés que les chauffeurs, mais les chauffeurs, on a par contre remarqué que quand même dans un quart des cas, les concentrations en bactéries et moisissures cultivables dans l'air étaient au-dessus des niveaux recommandés. Donc il y a quand même une exposition qui est significative des chauffeurs. Ces bioaérosols, naturellement, c'est un problème, cette exposition, puisqu'ils sont bien connus pour avoir des effets à la santé dans la littérature, donc des réponses immunitaires, des effets toxiques ou irritants, certaines infections dues à la légionellose ou à l'aspergillose, l'inflammation des voies respiratoires, des diminutions des fonctions pulmonaires, le syndrome des poussières organiques toxiques, ou encore des problèmes gastro-intestinaux. Un autre effet à la santé, qui est moins rapporté, mais qui a été étudié dans ce projet-là, c'est la cytotoxicité, c'est-à-dire l'effet des particules qu'on retrouve dans l'air des cabines des chauffeurs de camions sur les cellules du corps humain. Donc on a évalué de façon expérimentale la cytotoxicité de ces particules sur des cellules hépatiques et pulmonaires. Et on a trouvé que pour tous les types de déchets, à différents niveaux, il y avait une certaine cytotoxicité, surtout pour les cellules hépatiques, mais également un peu pour les cellules pulmonaires. Il n'y a pas que les bioaérosols, dans les poussières qui sont aérosolisées et dans les poussières auxquelles sont exposés donc, les chauffeurs de camions et les travailleurs de la collecte de déchets. Il y a aussi toutes les émissions reliées à la circulation automobile auxquelles nous aussi nous sommes exposés quand nous conduisons, sauf que nous ne sommes pas des conducteurs professionnels qui passons notre vie sur les routes. Donc, dans ces émissions, on a des particules microniques, fines et ultra fines, issues de la combustion finalement de l'essence dans le moteur, de l'usure des pneus et des freins, et des poussières qui sont présentes sur la route. À nouveau, à droite, un graphe qui représente la concentration en particules en fonction de la taille des particules pour différentes situations dans une agglomération. Un mode où le véhicule est stationnaire, donc ça, c'est les concentrations qui sont prises à l'extérieur du véhicule, donc véhicule stationnaire, un véhicule qui circule sur les routes locales ou sur autoroute. Donc, vous voyez que les concentrations peuvent être importantes et surtout que les particules concernées sont ultra fines, c'est-à-dire qu'elles vont être majoritairement en dessous de 200 nanomètres.
On trouve aussi des composés semi-volatiles, présents dans une phase vapeur et particulaire, et également des composés organiques volatiles. Là encore, les effets à la santé de ces particules sont largement connus dans la littérature depuis longtemps. On parle d'irritation des voies respiratoires ou des yeux, de maux de tête, des baisses des fonctions pulmonaires, des dysfonctions endothéliales, des inflammations pulmonaires et systémiques, et aussi une plus grande survenue des maladies obstructives pulmonaires chroniques et ischémiques cardiaques. Pour se protéger de ces particules, nous avons, nous, en tant que particuliers, comme les chauffeurs professionnels, accès à des filtres à air d'habitat qui vont prendre majoritairement ces trois formes. Ce sont des filtres plissés qui vont comporter ou non une couche de charbon actif selon qu'on veut se protéger aussi contre les vapeurs, ou alors, dernier type, ça peut prendre la forme de mousse filtrante. Le problème, c'est qu'il y a une absence totale de réglementation sur ces filtres-là, qui a conduit finalement à un flou normatif, avec, on va trouver donc des normes ISO, qui vont, dans un cas, préconiser des essais avec des particules simplement fines ou grossières, et une évaluation des performances sur une base massique, ce qui va finalement nous dire l'efficacité du filtre pour les particules les plus grossières, donc les plus massiques. D'autres normes ISO qui vont préconiser l'utilisation de particules entre 0,3 micromètres et 10 micromètres, et donner une efficacité par taille de particules cette fois-ci, mais basée sur le nombre. Les Allemands vont avoir leur équivalent, en changeant juste par exemple le nombre de classes de taille de particules qu'ils vont utiliser. Et une dernière norme qui est digne d'intérêt, c'est celle de la Corée du Sud, qui va ressembler aux normes, à la norme allemande par exemple, mais qui va avoir la particularité, puisque c'est la seule, de recommander des niveaux minimums d'efficacité de filtration et de perte de charge pour les filtres à air d'habitat. Donc, les normes, c'est beaucoup des normes d'essai, mais une fois qu'on a fait l'essai, il n'y a rien qui nous dit si on doit être au-dessus ou en dessous d'un certain niveau. Et il y a aussi donc une valeur recommandée pour une perte de charge maximale. La perte de charge, c'est important, c'est finalement la résistance à l'écoulement que va provoquer le filtre, et c'est ce qui va faire que votre système de ventilation va être capable d'injecter un débit d'air dans la cabine assez important pour diluer finalement les contaminants de la cabine. Donc, je vous invite à juste retenir ces chiffres-là. On parle de seuil minimum de 80% d'efficacité et d'une perte de charge maximale de 196 pascal. On va en reparler plus tard. Donc, au-delà de ce défaut-là, qu'il y ait une seule norme qui donne finalement des seuils, on remarque que ces normes sont toutes incomplètes, puisque les tailles les plus petites de particules, c'est 0,3 micromètres. Le graphe que je vous ai présenté avant montre qu'il y a beaucoup de particules ultra fines. Donc toutes ces normes-là ignorent complètement, finalement, le contaminant majoritaire sur les routes. Donc ça, c'est un problème. Donc devant ce flou finalement réglementaire et normatif, on a décidé dans ce projet-là de faire un portrait des filtres à air d'habitat qui sont utilisés dans les camions de collecte de déchets. Donc pour ça, on a récupéré des filtres en cours d'utilisation dans les camions poubelles, dans les vrais camions poubelles, notamment de la ville de Montréal. Ça nous a permis de récupérer 7 modèles de filtres. Pour certains modèles de filtres, on a eu jusqu'à 10 spécimens. Ces filtres venaient de milieux urbains ou ruraux et ont été récupérés dans des camions qui étaient affectés à la collecte de tous les types de déchets. On a, en termes de durée d'utilisation de ces filtres, un panel assez large, entre 3 jours et 391 jours, et on les a testés de façon plus complète que dans les normes, en prenant en compte cette fois-ci les particules ultra fines, et à des vitesses d'air qui sont minimum et maximum, mais qui représentent les vitesses d'air réelles au travers des fils qui ont été mesurées dans les camions. On a également mesuré la perte de charge pour la même plage de vitesse. Et enfin, on s'est intéressé à quelque chose qui est peu étudié, c'est-à-dire la possibilité que les particules retenues dans les filtres, au fur et à mesure du temps, soient détachées du filtre par l'air qui circule en continu et réinjectées dans la cabine. C'est ce qu'on appelle le relargage. On s'y intéressait pour les vitesses minimum et maximum et pour les particules biologiques et non biologiques. Donc maintenant, passons aux résultats en fait, de ce portrait-là. Donc la première chose que je vais vous présenter ici sur ces deux graphes, c'est l'efficacité de collecte des filtres en fonction de la taille des particules. Vous avez deux exemples ici de deux modèles
qui représente la réalité que nous avons eue, avec des filtres qui sont dans un groupe de faible efficacité et d'autres de moyenne efficacité. Donc, en rouge, vous avez les courbes d'efficacité à haute vitesse et en noir à basse vitesse. Vous voyez que finalement, les efficacités peuvent être extrêmement faibles, avec en dessous de 10% par exemple à faible efficacité, ou de l'ordre au minimum de 20% pour les moyennes efficacités. Il faut comprendre que les moyennes efficacités, c'est les filtres les meilleurs que nous avons trouvés. Donc c'est quand même assez faible. L'autre chose qui était normale de remarquer et qui est instructif si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est que l'augmentation du débit va favoriser la collecte des particules les plus grosses et défavoriser la collecte des particules les plus petites. En gros, votre efficacité de filtration n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable, ça va dépendre des conditions aéroliques au sein du filtre. Donc pour avoir cette fois-ci un portrait plus global de tous les types de filtres, on a choisi de représenter pour 3 tailles de particules d'intérêt qui représentent les différentes catégories de particules, les efficacités de collecte. Donc pour les particules ultra fines, on a choisi de représenter les particules de 50 nanomètres pour nos 2 débits. Donc à basse vitesse, pour les particules de 50 nanomètres, on a une plage d'efficacité de 9 à 69%, avec des valeurs qui vont osciller majoritairement autour de 30 à 40%. À haute vitesse, une plage de 2% à 33%, avec des efficacités comprises aux alentours de 20 et 30% majoritairement. Ensuite, pour les particules de 1 micromètre, qui représentent finalement plutôt les particules grossières et donc d'une certaine façon beaucoup de bioaérosols, on va avoir à basse vitesse une efficacité de 11 à 60%, avec des résultats en moyenne autour de 50%, et à haute vitesse, des résultats qui vont osciller entre 39% et 84%, avec un regroupement de valeurs aux alentours de 60-70%. Et enfin, l'autre catégorie l'autre taille de particules, que l'on appelle MPPS, c'est la taille des particules les plus pénétrantes, donc celles qui sont le moins bien filtrées. Là, on voit qu'à basse vitesse, on oscille entre 4 et 43%, et qu'à haute vitesse, on oscille entre 1% et 25%. Donc, vous voyez qu'on peut atteindre des efficacités de collecte extrêmement faibles dans le cas de certains filtres. Donc, certains filtres sont quasiment négligeables dans leur efficacité. Une chose instructive aussi au niveau de la taille la plus pénétrante, puisque finalement ça représente la taille qui est la moins bien filtrée, c'est que là encore, cette donnée-là n'est pas une constante. Ça va dépendre, comme vous voyez, de la vitesse d'air à travers du filtre. Vous voyez qu'à bas débit, ça va être aux alentours de 300 nanomètres, mais qu'à haut débit, la taille de particules qui va être la moins bien filtrée va baisser et va se situer autour de 100 nanomètres. Donc ça, par exemple, c'est une donnée qui peut être importante quand on considère la variété de contaminants auxquels on peut être exposé dans le cas des chauffeurs de camions. Autre résultat, cette fois-ci, j'avais parlé de l'efficacité, donc maintenant c'est la perte de charge. Alors la perte de charge, on se rappelle, c'est la capacité, la résistance à l'écoulement en fait, de l'air que va opposer le filtre. Donc là, vous avez la perte de charge pour les différents filtres et pour chaque filtre aux différentes vitesses d'air. La ligne rouge ici, c'est les 196 pascal de notre norme coréenne. Et cette norme-là considère 196 pascal à une vitesse de 20 cm/s. Donc dans nos essais, la vitesse la plus proche, c'est pour les barres oranges de nos histogrammes, environ 17 cm/s. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on cherche une perte de charge la plus basse possible. Tous nos filtres ont des pertes de charge vraiment en dessous de cette limite recommandée. Donc, on a parlé de l'efficacité, de la perte de charge, en moyenne, là, pour nos différents spécimens. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, vu qu'on avait différents âges de filtres, c'est de voir dans le temps, finalement, le colmatage, qu'est-ce que ça produit comme effet quand on accumule des particules dans le filtre sur la perte de charge. Donc, on a ici 2 exemples, la perte de charge en fonction du nombre de jours d'installation dans le camion. 2 exemples de filtres. Ici, le premier, c'est un comportement qui est assez intuitif, puisque plus le nombre de jours est important, plus la perte de charge va augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme logique. Pourtant,
ce n'est pas le comportement qui a été le plus remarqué. Ce qui a été le plus remarqué, c'est celui-là, où on a finalement des pertes de charge qui vont être aussi élevées à 41, 44 ou 46 jours qu'à 391 jours. Donc ça, ce résultat-là est important quand on pense à la maintenance du camion et à quand changer nos filtres, parce qu'on a beaucoup de recommandations sur un certain nombre de jours, par exemple, dans le camion, sur une durée. Vous voyez que ce nombre de jours ne vous dit pas combien de temps circule votre camion en réalité, le nombre de kilomètres qu'il va faire, et l'environnement en termes de poussière dans lequel il va rouler. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il faudra peut-être réfléchir à une autre façon de considérer le remplacement des filtres. Donc, si on veut représenter, ce que ça nous dit aussi, c'est que si on veut représenter l'évolution des paramètres pertinents comme la taille la plus pénétrante ou l'efficacité de collecte en cours de colmatage, il ne faut pas représenter ça selon le nombre de jours, mais plutôt selon la perte de charge. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on trouve, pour nos deux mêmes modèles de filtres, on trouve là des comportements attendus et logiques, c'est-à-dire une augmentation générale de l'efficacité avec le colmatage, car les particules en fait, qui s'accumulent dans le filtre vont réduire notamment la porosité. Mais ce qui est plus inattendu et qu'on voit surtout ici, c'est que pour les pertes de charge les plus faibles, c'est-à-dire proches d'un état initial, d'un filtre non colmaté, vous voyez que l'efficacité de nos filtres, pour un même modèle, va varier entre 17 et 35% apparemment. Ce qui veut dire que quand vous achetez un filtre de ce modèle-là, l'efficacité initiale, vous avez une plage dans laquelle elle va être plus qu'une réelle valeur. Et ça, par exemple, c'est réellement un problème de fabrication, par exemple. Et enfin, pour la taille de particules la plus pénétrante, je vous ai dit que c'était, donc en bleu, là, sur les graphes, je vous ai dit que ça dépendait de la vitesse. Donc, ce n'est pas une valeur immuable en fonction de la vitesse d'air, mais ce n'est pas non plus une valeur immuable pour une vitesse donnée en fonction du colmatage. Cette taille la plus pénétrante, elle va changer tout au long de la durée de vie du filtre. Donc là encore, c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender, et c'est pour ça qu'une norme qui vous dirait de tester à une taille qui correspond à un MPPS, à une taille la plus pénétrante, c'est une grosse approximation qui n'est souvent pas pertinente. Donc, on a vu que nos filtres avaient une efficacité, une perte de charge, puis pouvaient se colmater. Donc maintenant, il est important de voir, est-ce que les particules qui vont être retenues dans le filtre vont pouvoir être larguées? Donc pour étudier ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé la mise en route d'un système de ventilation du camion pour voir si on avait un relargage de particules en amont du filtre à cause de l'acoup de pression qui est généré par la mise en route de la ventilation. Donc c'est ce qu'on a représenté à basse et à haute vitesse sur ces deux graphiques, en ayant la concentration en aval du filtre en fonction du temps. Donc vous voyez que le relargage se produit, ça existe, sous la forme d'un pic de courte durée. Majoritairement à basse vitesse, le pic va être non biologique, en noir, et faiblement biologique, en rouge. À haute vitesse, on a un tout autre comportement, avec déjà un nombre de particules très très important, avec plusieurs milliers de particules par centimètre cube qui vont être larguées en aval du filtre sur un court moment, et on va avoir une très grande majorité de particules biologiques. Donc ça, c'est un résultat important, car à chaque fois que vous allumez votre ventilation, ou soit dans votre voiture ou dans votre camion, c'est ça qui se passe. Vous ne le voyez pas, vous pouvez le sentir s'il y a une odeur, mais c'est ça qui se passe. Donc dans un cas où le chauffeur a été exposé à des agents plus toxiques que nous dans notre vie quotidienne, ça peut être un vrai problème. Donc on a vu que c'était sous forme d'un pic, mais après ce pic-là, est-ce que ça redescend à zéro? En fait, est-ce qu'on n'a plus de relargage? La réponse, c'est non. Ici, on voit la concentration totale en fonction du temps, à haut débit, à haute vitesse, et on voit que le relargage résiduel, en fait, il y a un relargage résiduel qui reste. Il est en faible quantité, mais regardez la fraction de particules biologiques en noir dans ce relargage résiduel. On est quand même au-dessus de plusieurs dizaines de pourcents. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et finalement, si on s'intéresse à la taille des particules qui va être relarguée, pas seulement à leur quantité, on s'aperçoit qu'à basse vitesse, on ne va relarguer que des particules assez fines, très peu de particules grossières, alors qu'à haute vitesse, en rouge, ici, vous allez relarguer un éventail beaucoup plus homogène de taille de particules, et notamment les grosses particules. C'est ce qui explique que le relargage microbien ou biologique se fait surtout à haute vitesse, puisque les particules biologiques sont souvent des particules microniques.
Ce relargage, je passe rapidement, a aussi été vérifié par du relargage sur des géloses pour voir si ce qui était relargué était cultivable, donc vivant. Et la réponse c'est oui, vous avez les moisissures et les bactéries qui ont poussé sur nos géloses directement en aval du filtre. Donc c'est pas seulement un appareil à lecture directe, ça se voit aussi avec les yeux. Et on a retrouvé plusieurs milliers d'unités formatrices de colonies par mètre cube d'air. Donc quelque chose auquel les gens sont assez peu sensibilisés, mais qui est très important. Enfin, je vais finir par un résumé, donc l'état de la situation, ou plutôt des situations. Vous avez une absence de réglementation qui a conduit à avoir des normes éparses qui ne convergent ni en termes de seuil de performance, ni en termes de taille de particules à étudier, ni en termes de type de mesure finalement à effectuer. Et il y a une absence totale de conseils sur la maintenance ou le remplacement des filtres. Ça a un impact effectivement sur les filtres qu'on va retrouver, puisqu'on va avoir une fabrication tout aussi diverse et éparse, avec des efficacités de collecte qui vont être de quasi nulles à moyenne pour toutes les tailles de particules. Et en fait, ces deux aspects vont avoir aussi un impact sur l'utilisation. On va avoir des cinétiques de colmatage qui vont varier d'un filtre à un autre, avec une augmentation de la perte de charge et de l'efficacité à des rythmes très différents. Et cela, couplé à l'absence de conseils sur la maintenance, va engendrer des relargages de particules plus ou moins importants, donc par pic, mais en quantité importante, pour toutes les tailles de particules, et avec une grosse fraction biologique. Donc, pour finir, c'est la dernière diapositive, si on veut réfléchir sur les filtres à air et la SST, il serait peut-être bon de penser à faire converger déjà les normes d'essai, c'est-à-dire de s'entendre sur les tailles de particules à tester et considérer l'ensemble des contaminants, les particules, mais aussi les composés gazeux, qui sont très largement ignorés là, dans ce que je vous ai montré. Et enfin, il y a aussi des réflexions à avoir sur les mesures administratives et les procédures, c'est-à-dire les critères de maintenance, puisqu'on a vu que la durée d'installation dans les filtres était très différente, ne voulait pas dire automatiquement niveau de colmatage élevé. Et après, en termes d'utilisation aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, si les forts incréments de ventilation vont favoriser le relargage, il y a peut-être une façon plus sécurisée d'utiliser la ventilation en l'allumant de façon progressive. Il y a aussi l'aspect recirculation. Nos voitures, les camions sont équipés de modes qui permettent de recirculer l'air à travers le filtre sans prendre d'air frais. Donc ça, quand on est dans des environnements très pollués, quand on va à la décharge par exemple, peut-être qu'une utilisation systématique de ce mode-là, même si le filtre n'est pas très efficace, c'est quand même quelque chose qui va améliorer la sécurité. Et enfin, parce que ça c'est un problème qu'on a vu, et ça c'est plus un problème de discipline, c'est gérer l'ouverture des fenêtres. Parce que quand vous allez à la décharge, que vous videz votre benne de camion et que la fenêtre est ouverte, vous pouvez avoir un filtre EPA à l'entrée, ça sert à rien. Donc, je dirais qu'il y a du travail à faire à tous les niveaux, les normes, les employeurs, les employés, mais c'est un large chantier qui a beaucoup d'angles morts actuellement. Merci. J'en profite juste pour dire que ce projet-là impliquait toute cette belle équipe de l'IRSST, de l'Université de Montréal et de l'École de santé publique de Lisbonne, au Portugal. Merci.